Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence du 4e trimestre de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Bonjour Michel. Je vous souhaite pour commencer Michel une très bonne année 2025 à vous. Merci et à tous ceux qui nous regardent également. On est encore dans le bon timing. On va parler bien sûr de ce démarrage de 2025, mais avant tout, nous allons parler de 2024, bien sûr, et avec un focus sur le 4e trimestre. Alors 2024 a laissé, je dirais, un petit goût d'incertitude ou de perplexité à la plupart des professionnels de l'immobilier, parce que la question était bien reprise ou pas reprise. Alors, côté observatoire, on a défendu la notion de reprise, mais surtout, en fait, d'un rebondissement, je dirais, de marché à partir de février, et puis un redémarrage progressif. Alors, effectivement, on était descendu tellement bas que ce redémarrage prend du temps à être visible, et donc la reprise a mis du temps à être constatée. Mais finalement, on arrive en fin d'année 2024 avec un consensus autour de cette idée de reprise. Les indicateurs sont plutôt verts. On va le voir avec vous, Michel. Évidemment, des zones de risque d'ombre perdurent bien sûr encore, mais on va en parler. Et d'ici là, avant ça, je voulais déjà vous rappeler que nous étions en direct de Brest, bien sûr, mais sur YouTube, et que du coup, vous pouviez nous poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir. La bande passante est là, tout va bien se passer aujourd'hui, et ça passe. Donc, écoutez, démarrons. Michel, on vous écoute. Oui, bien, pour rebonjour à tout le monde, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Au plan des crédits immobiliers et de l'activité des marchés, 2024 n'avait pas très bien commencé, elle a bien fini. Souhaitons que 2025, qui commence pour le moment relativement bien, termine aussi bien. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra dans la dernière partie. Et pour reprendre la célèbre formule d'une grande journaliste des années 60, dans la seconde partie, nous vous parlerons des nouvelles de demain. Donc, nous allons commencer par le coup de projecteur habituel sur la situation du marché à la fin de l'année. Alors, au 4e trimestre, en moyenne, le taux s'est établi à 3,38%. Alors, on le sait, la baisse a été régulière tout au long de l'année et elle s'est poursuivie en décembre, évidemment, puisque en décembre, le taux était à 3,32%. Donc, ce qui fait qu'entre janvier et décembre, nous avons une diminution qui a été de 88 points de base. Alors, pour beaucoup, ça n'a pas été énorme, mais c'est quand même important. Et d'ailleurs, quand on regarde cette belle courbe-là, on s'aperçoit que la pente de la descente de 2024 est comparable à la pente des descentes que l'on avait pu connaître par le passé. Donc la baisse des taux est une réalité. Les taux ont baissé fortement. Ils ont baissé dès le début de l'année, dès janvier. Et la baisse pendant le premier semestre s'est faite sans appui ni de la BCE, ni des taux d'usure, puisque la BCE a commencé à réduire ses taux à partir de la mi-juin, et le taux d'usure a reculé à partir du 1er juillet. Et finalement, le recul, qui est le recul du taux des crédits sur le second semestre, n'a pas été plus rapide ou moins rapide qu'au premier. Ce qui montre bien que finalement, dans ce mouvement de baisse, oui, peut-être a-t-on la réponse à la baisse des coûts des ressources, sans aucun doute, au rétablissement des marges des établissements aussi, mais surtout à la volonté des établissements de redynamiser un marché qui était quand même mal, très mal.
et le marché des crédits et les marchés immobiliers. Alors on peut souligner tout de même, Michel, que atterrir à 3,32 en décembre, c'était quasiment les prévisions de début d'année. Non, on s'est trompé, Caroline. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, puisque nous avions dit entre 3,25 et 3,30. Oui. Finalement, 3,32, non, ce n'est pas satisfaisant. Alors on fera mieux l'année prochaine. On fera mieux. On fera mieux. Et alors maintenant, quand on regarde les trois produits phares que l'on suit habituellement, eh bien, on s'aperçoit que le recul, donc 88 points de base sur l'ensemble du marché, le recul a été le plus rapide sur les prêts les plus longs. 101 points de base sur les 25 ans, 100 points de base sur les 20 ans. Et finalement, bon, ce sont les 15 ans qui ont connu le recul le moins marqué. Bon, toujours est-il qu'à la fin de l'année, nous avons la moitié de la production qui se fait au plus à 3,30%. Et quand on regarde sur l'ensemble de l'année, toutes les catégories d'emprunteurs ont bénéficié de la baisse. Ce ne sont pas les plus riches, les moins riches, les moyens, etc. Non, les 3 SMIC, les moins de 3 SMIC, c'est 88 points de base de baisse. Les 5 SMIC et plus, c'est 85 points de base de baisse. Voilà, donc, alors évidemment, à la fin de l'année, on pourra toujours remarquer que les 3 SMIC, eux, sont toujours à 3,40 en moyenne, alors qu'en revanche, les 5 SMIC et plus sont à 3,18. Oui, bien sûr, mais j'aime rappeler, et là, ça a été remis, que de toute façon, les durées qui sont les durées des 5 SMIC et plus sont plus courtes que les durées des moins de 3 SMIC. Et je reprends donc la différence. Pour les 5 SMIC et plus, en décembre, ce sont des durées de 19 mois inférieures, donc des durées de 2 années et demie, enfin d'une année et demie presque. Pardon. Donc, il est clair que quand on regarde, généralement, la courbe des taux dépend aussi de la durée des engagements qui sont consentis au travers des prêts accordés. Alors du côté des durées, le constat est qu'à la fin de l'année, 249 mois. 249 mois, c'est énorme, hein, soyons clairs. Jamais par le passé, nous avons observé une durée aussi longue et aussi pendant tant de temps. Oui, parce que c'est bien installé depuis un an, ces durées longues. Depuis même un peu plus de 2 ans. Ouais. Depuis plus de 2 ans, tout à fait. Il est clair que là aussi, les établissements de crédit ont joué sur ce registre pour amplifier l'impact que la baisse des taux pouvait avoir sur la solvabilité des emprunteurs. Bon, mais soyons clairs, certes, la baisse des taux et l'allongement des durées a apporté au marché à des emprunteurs qui avaient été quand même malmenés par les années Covid, puis la crise économique, puis etc. Bon, mais ce n'est pas suffisant, on le verra par la suite, pour expliquer de toute façon un tel rebond, un tel retournement de conjoncture et une telle rapidité de remontée de la production. Et simplement pour justifier cette remarque, si on prend un prêt de 100 kg en décembre, l'annuité était de 9,8% inférieure à celle qui était supportée une année auparavant. Bon, ben, alors bien sûr, c'est notable, mais pour autant, l'annuité reste très inférieure, l'annuité reste supérieure, excusez-moi, à celle que l'on observait en décembre 2022 et surtout en décembre 2021, avant la remontée des taux consécutive à la modification de stratégie de la Banque centrale européenne, puisque l'annuité de décembre 2024 est toujours supérieure de 20,1% à celle de décembre 2021. Voilà, donc baisse des taux, allongement des durées,
Cela a apporté de l'oxygène aux emprunteurs au marché, mais ce n'a pas été suffisant. Bon, toujours est-il, quand on regarde, on voit bien que le mouvement, qui est le mouvement d'allongement des durées, a fondamentalement transformé le marché, puisque en décembre 2024, on a 68% de la production qui se fait sur une durée de 20 ans et plus. Bon, nous étions, par exemple, en 2019, à 48%, 48,1%. Et dans le même temps, on le voit sur le tableau, on le voit sur le graphique, dans le même temps, les durées les plus courtes, 15 ans et moins, voient leur poids dans le marché s'éroder. Alors, regardons bien cette courbe, à chaque fois je le mentionne. Nous avons, depuis le début des années 2000, une évolution très significative, un allongement très significatif des durées. Et cet allongement des durées a permis finalement, dans un temps, au marché de se développer. Bon, d'un autre côté, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le marché est dominé par les durées les plus longues. Ne nous en étonnons pas, puisque de toute façon, les décisions qui ont été prises par les autorités monétaires sont des décisions qui, indirectement, ont incité à l'allongement des durées. Et c'est bien ce qu'on voit au final. Et finalement, les autres durées sont écrasées et elles ne disparaissent pas encore totalement du marché, mais leur poids continue à se réduire. Et dans ce paysage, nous avons une catégorie d'emprunteurs qui mérite d'être regardée une fois encore, les jeunes. Les jeunes emprunteurs, les moins de 35 ans, les moins de 30 ans aussi, qui nous intéressent pas mal, les moins de 35 ans, toujours est-il. Ici, on voit que de toute façon, ce sont ceux qui bénéficient le plus largement des durées les plus longues, puisque 78,8% d'entre eux ont bénéficié d'un prêt de plus de 20 ans. Bon. En 2019, ils étaient 61,3%. Et entre le quatrième trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2024, le poids des durées les plus longues dans la production servie à ces ménages s'est encore accru. Pour autant, on a l'impression, quand on écoute, quand on lit, que les conditions d'accès au marché des jeunes se sont durcies. On a l'impression que finalement, les conditions de réalisation des projets immobiliers des moins de 30 ans, des moins de 35 ans, se sont dégradées. Soyons clairs, ce commentaire, cette impression est relativement erronée. Par ailleurs, avec CSA, nous avons un observatoire qui permet de mesurer les flux de l'accession à la propriété et notamment de regarder par tranche d'âge. Donc si on prend les moins de 30 ans, eh bien la particularité de ces dernières années, c'est que jamais le nombre d'accédants à la propriété de moins de 30 ans n'a été aussi élevé. Depuis 2021, nous en avons plus de 200 000 par an parmi les accédants à la propriété, pour en gros une moyenne d'un peu moins de 800 000. Et quand on regarde, eh bien, 10 années plus tôt, entre 1995 et 2023, il y avait 160 000 moins de 30 ans qui accédaient à la propriété sur un marché de 700 000 unités. Voilà, donc, et quand on regarde finalement, cette catégorie d'emprunteurs a été préservée
durant les années les années de crise, de récession que l'on a traversées, par la modification de stratégie des établissements qui ont ouvert sur ces catégories de jeunes ménages simplement parce que cela rentre dans la stratégie de développement du marché et de la production qu'ils portent depuis 15 ans, 20 ans. Alors justement, j'ai le souvenir que lors de la dernière conférence, vous évoquiez un début de baisse d'apport personnel, enfin une tendance à la baisse, ou en tout cas une diminution une augmentation moins importante, si on peut dire. Est-ce que justement cela fait partie de cette stratégie, vous voulez dire, pour tenir la conquête de cette jeune clientèle? Alors pour les jeunes emprunteurs, c'est clair, pour les primo-accédants, de facto, ce sont des catégories qui sont dotées d'un apport personnel beaucoup plus faible que les autres. Le développement de l'offre de crédit de la part des banques vers ces catégories de ménages s'est accompagné finalement d'un aménagement pour s'adapter à cet apport personnel beaucoup plus bas. Et serais-je tenté de dire, il a fallu des trésors d'imagination quand on se souvient que la recommandation du HCSF de décembre 2019 avait pour objectif finalement d'établir un taux d'effort maximum, au-delà duquel il ne fallait pas aller, sauf dérogation, etc. Mais ça signifiait aussi que les catégories d'emprunteurs, qui étaient les catégories d'emprunteurs à taux d'apport personnel bas, très bas, étaient évincées du marché. Le risque, c'était donc de voir les jeunes emprunteurs ne plus rentrer, comme d'ailleurs les ménages modestes ont été évincés, ou les familles avec enfants. Il se trouve que les établissements de crédit ont réalisé cette adaptation de leurs offres qui a permis finalement de conserver ces catégories d'emprunteurs jeunes dans le marché et de préserver en partie une certaine proportion des catégories d'emprunteurs modestes. Alors on le voit au travers de l'évolution de l'apport personnel. Si l'activité en 2024 s'est redéployée, s'est amplifiée, c'est aussi parce que nous avons eu cette diminution des apports personnels exigés par les banques. Pas du fait d'un aménagement de la réglementation, oui, mais du fait de leur stratégie. Soyons clairs. C'est très clair. Et quand on regarde, évidemment, on va le voir par la suite, on a une illustration de cela, puisque en 2024, certes, il y a eu le ralentissement de l'inflation. Certes, cela s'est traduit par une progression moins rapide des revenus des emprunteurs, mais aussi, si les revenus des emprunteurs ont baissé plus rapidement, c'est parce que des primo-accédants jeunes sont rentrés sur le marché du neuf. Sur le marché du neuf, j'insiste bien là-dessus, parce que à l'inverse, on va le voir par la suite, sur le marché de l'ancien, il s'est passé autre chose. Parce que sur le marché de l'ancien, la transformation de la structure des clientèles s'est plutôt traduit par le développement des catégories qui sont les catégories, on va dire, supérieures, cadre supérieur, profession libérale. Voilà, donc on a eu ces évolutions sur le marché, mais au total, on a eu, et on le voit, une diminution des revenus moyens. On a eu un apport personnel qui a augmenté un petit peu en niveau, pas en taux. Un apport personnel qui a augmenté un peu. Après, quand on le voit, après des années qui sont les années 2020 à 2022, où l'apport personnel progressait à 2 chiffres tous les ans.
Ce qui a comme conséquence d'ailleurs que à la fin de l'année 2024, quand on regarde le taux d'apport personnel, il est toujours de plus de 40%, 42,7% supérieur au niveau qui était le sien à la fin de l'année 2019. Et puis, c'est vrai du taux d'apport personnel, c'est vrai aussi de l'apport personnel moyen. Alors tout ça a eu des conséquences. La baisse des taux, certes, l'allongement des durées aussi, le redéploiement sur des catégories qui sont des catégories qui ont porté le marché pendant de nombreuses années. Hein, et dès le mois de février, nous avons observé un retournement de conjoncture. Alors ce retournement de conjoncture, c'est la fin de la baisse rapide de la production. Ça ne signifie pas que la production n'a pas continué à diminuer. C'est l'effet d'inertie du supertanker qui rentre dans le port. Il faut un certain temps avant qu'il s'arrête. Donc la baisse s'est ralentie et puis au fil des mois, l'activité observée a fini par provoquer le retournement du rythme d'évolution de la production et du nombre de prêts. Alors voyons cela autrement. On voit bien, quand on prend le mois de décembre, nous sommes sur une production qui est en progression très rapide. Hein, 43% pour la production de crédit au 4e trimestre en glissement annuel, 50% pour le nombre de prêts accordés. Bon, alors, ça avait fini, comme ça n'a pas été seulement sur le 4e trimestre, mais que ça a été sur une grande partie de l'année, ça a fini par provoquer le retournement du rythme de production qui est passé de négatif à positif. Et à la fin de l'année, nous sommes sur une production qui augmente de 2,7% et un nombre de prêts qui augmente de 23,3%. Donc 2024 par rapport à 2023. Mais alors évidemment, on le voit bien sur les deux courbes, on est descendu tellement bas que de toute façon, ce n'est pas cela qui a ramené sur les sommets qui sont les sommets d'activité qu'on avait pu connaître, par exemple en 2019 ou on voit encore en 2021. Mais c'est l'expression de ce que l'on a dit depuis février. Nous avons eu le retournement de conjoncture et le marché redémarre. Mais c'est vrai, c'est important ces précisions, Michel, parce que c'est plus 43%, c'est plus 50%. On fait réagir beaucoup de monde au cours de cette année. Donc c'est important de rappeler effectivement déjà ces définitions de glissement, hein, parce que voilà, il faut comparer les bonnes choses. Mais au final, sur l'année, effectivement, on part de très très bas. Et on le voit bien, le graphique est parlant. Hein, on ne remonte pas de façon incroyable. Et ce plus 2,7% en production est en fait très parlant. On reviendra sur cela dans la dernière partie, quand on apportera les dernières nouvelles de demain. Parce que finalement, à la différence de ce qui a pu être dit et écrit, nous n'avons pas été les seuls. Même la Banque de France a fini par le dire, mais avec 4 mois de retard. Un décalage. Et on va retrouver cela par la suite. Alors, quand on regarde marché par marché, on retrouve à peu près la même chose partout. Sauf que l'année 2024 est une année de redémarrage de la production de crédit sur le neuf et sur l'ancien, mais le redémarrage, on va le voir, a été beaucoup plus vif sur le neuf, qui était descendu beaucoup plus bas que l'ancien. Oui, ça, c'est vrai qu'en ça, c'est assez, entre guillemets, contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut entendre. Le marché du neuf est sinistré, a beaucoup souffert ces dernières années. Et là, effectivement, vous parlez
d'un début de reprise également. Sur la production de crédit, oui, bien sûr, mais toujours la même chose, on va le voir, on est descendu tellement bas qu'à la limite, le coup de pied au fond de la piscine permet de commencer à remonter, mais ce n'est pas pour autant qu'on revient à la surface tout de suite. Tout à fait. Voilà. Donc, en 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le marché de l'ancien, du neuf, pardon, compte tenu de l'état de dépression et sur le secteur de la maison individuelle et sur le secteur de la promotion immobilière, les coûts des opérations continuent à baisser. Ils ont continué à baisser un peu moins vite qu'en 2023, mais ils ont encore baissé. Et puis, du côté de l'évolution des revenus, on avait commencé à en parler tout à l'heure, les revenus des ménages qui empruntent sur le neuf ont progressé, mais bien moins vite qu'en 2023. Alors maintenant, quand on regarde, on s'aperçoit que sur ce marché du neuf, que ce soit la seule accession ou l'ensemble du marché, nous avons un apport personnel qui a baissé. Jusqu'alors, l'apport personnel avait monté. Il a reculé en 2024. Et ce recul est l'expression finalement de l'arrivée de ces nouvelles clientèles qui ont permis ce retournement de conjoncture sur le marché progressivement. Le coût relatif est resté élevé. Il est même très élevé, dirons-nous. Pour autant, quand on regarde ce qui s'est passé, la durée moyenne des prêts a reculé. Elle a reculé tout simplement parce que la baisse des taux permettait aux établissements d'ajuster sur des prêts qui étaient déjà de longue durée, sans avoir besoin de dépasser des limites qui étaient des limites qui devenaient difficiles à gérer en termes d'adossement de production. Alors, on le voit ici, le taux d'apport personnel. Et on voit bien que le taux d'apport personnel avait reculé. Il avait reculé assez fortement depuis le début des années 2000 jusqu'en 2019. Et à partir de 2019, HCSF oblige, nous avons un taux d'apport personnel qui est remonté. Et qui est remonté jusqu'à la fin de l'année 2023. Et en 2024, le taux d'apport a baissé. Le taux d'apport baisse, il recule. Pour autant, soyons clairs, il reste encore supérieur aujourd'hui à ce qu'il était en 2019. Que ce soit le taux d'apport ou que ce soit le niveau moyen de l'apport. Bon, mais le fait que le taux d'apport recule en 2024 a accompagné le retour de ces primo-accédants. Ce que l'on voit autrement, puisque généralement, les primo-accédants, l'âge moyen des primo-accédants, c'est 37 ans, 38 ans. Donc les moins de 35 ans ont vu leur poids dans le marché s'élever, sans surprise. Et la progression est tout de même rapide. En 2000, un petit peu en 2021, en 2022, pardon, un petit peu en 2022, mais en 2023 et en 2024. Et dans le même temps, les revenus des emprunteurs moins de 3 SMIC, donc a priori des accédants plutôt modestes, le poids dans le marché s'est accru. Aucune surprise, encore une fois, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Nous avons eu une stratégie développée par les établissements permettant de conserver, d'amplifier le rôle, la place de ces emprunteurs, de ces accédants dans le marché. Au détriment, quand on regarde, c'est le plus net sur 5 SMIC et plus, le poids des 5 SMIC et plus a reculé. Alors, le poids des 5 SMIC et plus a reculé. Il a reculé d'abord, comme on le disait tout à l'heure, parce que les effectifs se sont maintenus à niveau élevé, même si l'ensemble
des effectifs a baissé. Donc ce sont les effectifs des 5 SMIC et plus qui ont été affectés par cette évolution. Effectifs des 5 SMIC et puis des plus de 55 ans. Il se trouve que ce sont les catégories qui sont les catégories d'acheteurs, d'emprunteurs dans le neuf, qui vont plus volontiers vers le secteur de la promotion immobilière. Alors qu'en revanche, les jeunes, les ménages les plus modestes, vont plus volontiers vers le marché qui est le marché de la construction de maisons individuelles. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu à partir du printemps 2024, même chose que sur le marché de la construction de la maison individuelle, le recul s'amortissait. Puis, au début de l'été, le recul était enrayé. Et progressivement, à partir de l'été, le niveau d'activité du marché de la construction de maisons individuelles est remonté. Doucement, puisque l'année 2024 sera aussi en recul par l'année 2023. Mais dans des conditions qui sont des conditions qui disent que dans le neuf, sur le marché du neuf, même si la promotion connaît des difficultés, pas pour les particuliers, mais pour les investisseurs institutionnels, sur le secteur de la promotion, un petit peu, sur le marché de la construction individuelle, beaucoup plus, le nombre d'emprunteurs et le nombre d'acquéreurs a commencé à se redresser. Encore une fois, on verra les conséquences de cela dans plusieurs mois. Mais oui, ça prendra du temps. Ça va prendre du temps en année pleine, mais pour autant, c'était bien un retournement de conjoncture. Et ce qui explique que finalement, on a eu des évolutions qui sont des évolutions surprenantes pour beaucoup. Parce que quand on voit le 4e trimestre avec une progression, 46,4% en glissement annuel de la production de crédit, 66,4% du nombre de prêts accordés en glissement annuel, eh bien, c'est très, très rapide, mais ça part de très, très bas. Et donc, oui, au final, nous avons une année qui est une année de redémarrage de la production et du nombre de prêts, mais avec une augmentation qui est une augmentation modérée pour la production, plus 4,2%, plus rapide pour le nombre de prêts, plus 35,8%, mais à comparer au point de départ. Et donc, ce qui fait qu'on est remonté, mais il faudra encore du temps pour retrouver les niveaux d'activité tels qu'on pouvait les connaître en 2016-2017. Et pas sûr qu'on y reviendra. Maintenant, si on prend le marché de l'ancien, l'histoire a été un peu différente. Elle est différente pourquoi ? Bien parce que le coût des opérations a baissé rapidement, fortement en 2023, 6,9% de baisse. En 2024, en revanche, la baisse s'est nettement amortie, 1,8%. Et d'ailleurs, sur la fin de l'année, le coût des opérations remonte. Le coût des opérations remonte, comme d'ailleurs les prix des logements anciens. Mais ça a une conséquence, c'est que derrière cela, nous voyons aussi la transformation des clientèles. Puisque si les coûts ont commencé à remonter, si en niveau annuel, les coûts ont baissé beaucoup moins en 2024 qu'en 2023, c'est parce qu'on a vu revenir des catégories de clientèle qui sont des catégories de clientèle qui avaient largement déserté le marché ou qui ne s'y trouvaient plus aussi nettement qu'auparavant. Et ça a une conséquence. Alors,
Le coût, bien sûr, l'activité, on va y revenir. Et en revanche, du côté de l'apport, nous avons un recul, certes, des taux d'apport, mais un recul qui, finalement, n'est pas à la mesure de ce que l'on a pu voir du côté de l'apport personnel, puisque l'apport personnel, lui, a continué à remonter. Mais, pour autant, l'apport personnel étant ce qu'il est, le taux d'apport personnel en 2024, eh bien, il marque aussi ce mouvement de recul. Ce mouvement de recul, comme sur le marché du neuf, mais de manière beaucoup plus régulière, ce mouvement de recul tranche avec la remontée que l'on avait constatée à partir de la fin de l'année 2019. Ce mouvement de recul accompagne aussi le redémarrage du marché. Mais ce redémarrage se fait finalement non pas sur l'arrivée des jeunes primo-accédants, etc., qui ont été, on va dire, largement évincés du marché par le renforcement des exigences d'apport personnel imposées par la recommandation du HCSF, mais ça se fait par l'arrivée de catégories d'emprunteurs, ce qu'on disait avant, cadre supérieur, profession libérale. Ce qu'on voit autrement, puisque si on regarde par exemple l'évolution des revenus des emprunteurs, on voit bien qu'en 2024, le poids des moins de 3 SMIC recule au bénéfice de l'augmentation des plus de 5 SMIC. Dans le même temps, la part des moins de 35 ans recule doucement, au bénéfice, serais-je tenté de dire, des plus de 55 ans. Donc nous sommes sur une évolution qui est très différente de celle qu'on avait pu décrire, qu'on a pu observer sur le marché du neuf, une transformation du marché qui ne ressemble pas, qui ne se ressemble pas entre le neuf et l'ancien. Oui, on a deux typologies très différentes qui se dessinent pour chaque marché, en fait. C'est flagrant cette année. C'est très net, tout à fait. Pour autant, nous avons sur un quatrième trimestre la confirmation du redémarrage. 43,7% en glissement annuel pour la production, 37,7% en glissement annuel pour le nombre de prêts. Bon, mais le marché de l'ancien est descendu nettement moins que cela a pu être le cas sur le neuf. La remontée elle peut être moins rapide souvent. Et au final, d'ailleurs, sur l'année, nous avons moins 0,4% sur la production de crédit et seulement 7,2% sur le nombre de prêts. Donc on est descendu moins bas. Le retournement de conjoncture est intervenu pour autant à partir de février, mais la remontée est moins spectaculaire parce que la descente le fut aussi. Et on se retrouve donc avec moins 0,4 et plus 7,2. Alors, simplement pour bien comprendre, parce qu'on est passé un petit peu vite sur ce tableau, sur l'ensemble ou sur le marché du neuf. Je vous ai mis, bien sûr, l'évolution de l'année 2024 par rapport à l'année 2023. Bon, moins 0,4 pour la production, plus 7,2 pour le nombre de prêts. Et puis, au bout de tableau, le quatrième trimestre en glissement annuel. Et puis, entre les deux, les semestres en glissement semestriel. Donc, le redémarrage de l'activité, il intervient bien dès le début de l'année. Si on prend, par exemple, la production de crédit,
premier semestre 2024 comparé au second semestre 2023, plus 13,7%. Et le mouvement se poursuit sur l'année. Mais évidemment, le mouvement va ralentir, le rythme va ralentir au fur et à mesure de la remontée. C'est comme les courbes logistiques, ça finit par progresser de moins en moins vite. Mais pour autant, le second semestre 2024 comparé au premier semestre, c'est plus 10,5%. Donc voilà, on a accumulé tout au long de l'année ces redémarrages, ce qui a fait que là où on était en 2023 à moins 41% pour la production de crédit, on finit l'année à moins 0,4%. Il s'est vraiment passé quelque chose. Alors évidemment, beaucoup ont mis du temps à s'en apercevoir. Oui, d'où les questionnements sur la reprise. Le questionnement sur la reprise, parce que les outils d'observation sont peut-être pas souvent nettement adaptés à l'observation de la conjoncture, bien qu'un observatoire est là pour observer la conjoncture. C'est ce qu'on fait. Bon, mais on va le voir après. Tout le monde, pourtant, a vu la même chose, mais pas au même moment. Alors, en 2024, qu'est-ce qui s'est passé? On revient rapidement, très rapidement. En 2024, nous avons eu la baisse des taux. Ça, c'est une réalité. D'accord? On a eu l'allongement des durées. C'est une autre réalité. Donc, ça a eu comme conséquence que la capacité d'emprunt des ménages s'est accrue. Avec la baisse de l'apport personnel en plus. Alors, rien que l'annuité, on l'a vu tout à l'heure, nous avons vu que nous avons eu une augmentation de l'annuité quatrième trimestre 2024 comparé au quatrième trimestre 2023. Bon, et en plus, comme Caroline le rappelle justement, nous avons eu cette évolution dans l'apport personnel. Donc, conséquence de l'histoire, la surface achetable a progressé dans 90% des villes. Ce qu'on dit depuis ce qu'on avait commencé à voir au premier trimestre, ce qui s'était montré clairement dès la fin du deuxième trimestre. Et sur l'ensemble de l'année, France entière, la surface achetable a progressé de 7,6 mètres carrés. Bon, quand on regarde maintenant, les situations ne sont pas les mêmes dans toutes les villes, c'est clair, puisque nous avons une surface qui a crû rapidement, plus de 9 mètres carrés, dans 25% des grandes villes, donc des villes de plus de 40 000 habitants. Elle a augmenté de manière un peu moins rapide dans 40% des villes. Ça a augmenté de 5 à 8 mètres carrés, mais la surface a continué à baisser dans quelques villes. Pourquoi ? Bien souvent parce que la hausse des prix sur ces villes a été plus forte qu'ailleurs. Plus forte qu'ailleurs, mais ce n'est pas simplement une question de prix, parce que la capacité à acheter dépend aussi de l'évolution des revenus des ménages qui se présentent sur le marché. Or, il est clair que si on prend des villes qui sont un peu boudées pour de multiples raisons, sécurité, accessibilité, évolution du cadre de vie, etc., si ces villes sont un peu boudées par les clientèles, il se trouve que les niveaux de revenus des emprunteurs ou des acheteurs sur ces villes reculent. Et dans ces cas-là, ça vient amplifier le mouvement, qui est le mouvement que l'on observe du fait, par exemple, de la remontée des prix. En revanche, lorsqu'on a des évolutions qui sont des évolutions qui
s'accompagne de l'arrivée de nouvelles catégories de clientèle sur le marché. Par exemple, des acheteurs étrangers qui reviennent sur certaines villes frontalières, ou quand on a des déplacements de population entre la périphérie des villes et puis le centre des villes, on a une amplification du mouvement qui est le mouvement d'accroissement de la surface achetable. Et c'est ce qu'on lit sur ce graphique, sur cet histogramme plutôt, lorsqu'on regarde ville par ville. Et évidemment, on s'aperçoit que des villes emblématiques comme Paris, finalement, ne sont pas les villes qui ont connu la dégradation ou l'évolution de la surface achetable. Oui, c'est ça qui est notable, c'est que les grandes villes bénéficient aussi de cette augmentation de la surface achetable. Et largement, quand on voit un Lyon à plus 13 mètres carrés, si je vois bien, c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable, mais c'est aussi une ville où les prix ont baissé. Évidemment, la baisse des prix a joué. La baisse des prix a joué. Est passée par là. L'attractivité de la ville n'est peut-être plus aujourd'hui ce qu'elle a pu être par le passé. Voilà, donc nous avons ici des effets croisés entre, évidemment, conditions de crédit, d'accord ? Mais après, effet croisé entre revenus et prix. Et l'un n'est pas forcément en évolution homothétique par rapport à l'autre. Alors, ce qu'on voit ici sur l'année 2024, sur longue période, c'est tout aussi net. La particularité sur la longue période, c'est que finalement, les évolutions qui sont les évolutions que l'on a observées sont à la hausse, puisque sur longue période, France entière, on est à 15,2 mètres carrés d'augmentation de la surface achetable. Mais on a des villes qui sont des villes où finalement la capacité à acheter a reculé. Et ce ne sont pas les moindres des villes. Annecy, Strasbourg, Brest, Villeurbanne, Angers. Sur chacune de ces villes, on va trouver les explications qui sont les explications dans les mouvements, qui sont les mouvements qui ont transformé les marchés durant ces années. Villeurbanne, on sait que c'est la ville qui a vu arriver tous les acheteurs qui ne pouvaient pas aller sur Lyon, tout simplement parce que c'était trop cher sur Lyon, et qui arrivaient sur Villeurbanne, mais avec un impact qui, sur longue période, n'a pas permis d'enrayer le mouvement de recul des prix qu'on observait sur la ville. Sur une ville comme Annecy, on a vu arriver des clientèles qui sont des clientèles étrangères, comme on dit, des investisseurs étrangers, qui ont provoqué une hausse des prix très forte, très rapide, et avec comme conséquence une dégradation marquée de la capacité à acheter. En revanche, de l'autre côté, on a une augmentation de la surface, 10 mètres carrés et plus sur longue période. Alors là aussi, on voit, ça peut être dû à l'arrivée de clientèle plus aisée. Alors l'exemple de Mulhouse est l'archétype. Puisque Mulhouse a bénéficié de l'arrivée des investisseurs et des acquéreurs suisses, d'accord, ou allemands. On a eu Paris aussi, avec la transformation dans la structure des clientèles. Ou Nice, même chose, arrivée de clientèles qui sont des clientèles d'investisseurs étrangers. Et en revanche, on a eu une augmentation de surface achetable en longue période forte sur des villes comme Grenoble, Perpignan, Toulon. C'est remarquable. Et les trois,
parce qu'on a eu une faible progression des prix, voire une stagnation des prix. Pourquoi ? À la fois l'attractivité de la ville, pour de multiples raisons, hein, et puis cela, sur longue période, a modifié les conditions qui sont les conditions dans lesquelles la capacité à acheter des ménages a évolué. Alors, est-ce qu'on peut dire, Michel, que cette capacité à acheter qui a évolué est plutôt dans le bon sens, hein, on le voit sur longue période et sur l'année, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir d'achat aujourd'hui est restauré ? Est-ce que ça a contribué à ça ? Alors, soyons clairs, le pouvoir d'achat, on le mesure comment ? Le pouvoir d'achat, France entière. On le fait. Alors, il y a eu la vieille courbe qui avait défrayé les chroniques éditoriales, qui consistait à dire le prix au mètre carré, le prix relatif au mètre carré s'est envolé à un niveau tel que plus personne ne peut acheter. Donc, en faisant quoi ? Bien, en rapportant, en construisant un indicateur. D'un côté, on prend un indice de prix, et puis de l'autre côté, on prend un indice de revenu. Et puis, on s'aperçoit qu'en longue période, les prix ont progressé beaucoup plus vite que les revenus des emprunteurs. Pourquoi ? Des emprunteurs ou des acheteurs. Hein. Pourquoi ? Simplement, bien souvent, les effets qualité ont été oubliés. Hein. La qualité d'un bien qui était acquis sur le marché à la fin des années 1960, ce n'est plus exactement la même que la qualité des biens qui peut être acquis sur le marché aujourd'hui. Même si aujourd'hui ont été agitées les histoires qui sont les histoires de passoires thermiques. Alors on peut le faire comme ça. Mais ce serait oublier que durant toutes ces années, les taux d'intérêt ont reculé, même si on a eu des périodes qui sont des périodes de fébrilité où les taux ont remonté. Les durées se sont fantastiquement allongées. Faut se souvenir que au milieu des années 80, on était sur des durées de 12 ans en moyenne. On est aujourd'hui sur des durées de 20 ans en moyenne. Voilà, donc tout ça a eu comme conséquence que les conditions dans lesquelles les ménages peuvent acquérir se sont transformées. Et donc, si on tient compte de ce qu'a été l'évolution des conditions de crédit sur longue période, il est de fait que depuis une demi-douzaine d'années, on a des indicateurs qui n'ont jamais été aussi favorables, aussi bas. Voilà. Alors, j'ai repris. Allez, on va faire le petit graphique là. Simplement, pour illustrer votre propos, oui. Une demi-douzaine de fois, comme on dit. Et vous l'avez toujours sur vous. Oui, pour rire. Il y a les deux courbes. Il y a la courbe maudite qui est en rouge sang, qui est le rapport entre un indice de prix et les revenus. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais avec les mouvements de ralentissement de la hausse et de baisse des prix, cet indicateur, il a reculé un peu en 2023 et puis en 2024. Surtout qu'en 2024, il faut se souvenir, il y a eu une progression, là, on l'a dit, rapide des revenus des ménages. Et puis, il y a l'autre courbe qui est en anthracite, pour montrer que ça travaille. La courbe qui est en anthracite, c'est celle qui corrige la première de l'évolution des conditions de crédit. D'accord. Alors on voit bien que depuis depuis 2018-2017, nous sommes sur des niveaux qui sont des niveaux des prix corrigés des conditions de crédit
donc indicateur de solvabilité de la demande en longue période, nous sommes sur des niveaux qui sont des niveaux bas. Ce n'est pas étonnant, soyons clairs. Si les marchés se sont développés comme ils s'étaient développés, je ne parle pas de ce qui s'est passé depuis 3 ans, 4 ans, mais si les marchés s'étaient développés comme ils se sont développés, eh bien, il fallait bien qu'il y ait quelque chose derrière. Il fallait bien qu'il y ait un moteur. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, mais avant que les prix ne remontent véritablement en 93, 94, 95, on voit que l'indicateur, il était très bas. Il était même plus bas qu'aujourd'hui. Oui, je le cherche sur le graphique. Oui. Non, c'est pas évident. Les conditions de travail se sont détériorées. Ah, c'est du direct. Oui, 92. Vous y êtes. Voilà, ouais. Alors, oui, bien sûr. Mais souvenons-nous qu'alors, nous étions sur des niveaux. Souvenons-nous qu'alors, nous étions sur des niveaux d'activité très bas. Oui. Voilà. Donc, merci, revenons à notre image habituelle et traditionnelle. Donc, nous sommes, en longue période, sur des évolutions qui ont été favorables et qui permettent de comprendre pourquoi la capacité à acheter s'est développée comme cela. Et puis souvenons-nous que, certes, si la crise qui est traversée, dont on sort, a été une crise sévère, elle n'a pas été aussi sévère que des crises antérieures, toutes choses égales par ailleurs. La chute d'activité du marché de l'ancien, par exemple, a été une chute, certes, importante en niveau, mais en poids relatif, elle était moins forte que celle qu'on avait pu voir par le passé. Alors maintenant, les dernières nouvelles de demain, comme disait la célèbre journaliste de RTL dans les années 50 et 60. Voilà. Vous ne connaissiez pas? Absolument pas. Geneviève Tabouy? Non, Eh ben je suis voilà. désolée. Enfin, bon. Donc, j'ai repris l'indicateur que l'on avait déjà mentionné la fois dernière, qui est l'indicateur des intentions d'achat. Alors, c'est important, cet indicateur des intentions d'achat, tout simplement parce que pour les uns et pour les autres, on le lisait déjà au début de l'été, et c'est la raison pour laquelle j'avais cette première fois montré cet indicateur, que la dissolution avait bloqué les marchés. Oui, peut-être, mais sauf que les ménages n'ont pas dit cela. Et leurs intentions n'ont pas été affectées par la dissolution. C'est l'indice de confiance qui avait pris... Non, au contraire, même l'indice de confiance, il avait continué à s'améliorer. Oui, il a baissé un petit peu à la rentrée récemment. En revanche, les intentions d'achat ont résisté aussi au renversement du gouvernement Barnier. Et en décembre, les intentions d'achat étaient encore en progression. En revanche, à partir de la mi-novembre et en décembre, là, l'indicateur de sentiment des ménages avait commencé à se détériorer. Mais pas tout dans l'indicateur de sentiment des ménages, puisque les intentions d'épargner et puis les opinions sur la situation financière des ménages, passées et futures, tout cela continue à s'améliorer. Donc, les intentions d'achat sont indemnes. Alors, je vous ai rajouté maintenant un autre indicateur. C'est la demande de crédit. Alors là, tout le monde pourra ne que remarquer du caractère fiable de cet indicateur, puisqu'il est publié par la Banque de France. Et, encore une fois,
la demande de crédit des ménages n'a été affectée ni par la dissolution, ni par le renversement du gouvernement Barnier. Et même à la fin de l'année 2024, la demande n'a jamais été aussi élevée. On trouve 2 pics qui lui ressemblent, mais là, je n'ai pas tout mis parce qu'on n'avait pas la place et puis on n'aurait rien vu. Mais tous les observateurs attentifs connaissent ce graphique-là. Avant 2012, donc. On a 2 pics. On avait le premier trimestre 2010. Et il faut se souvenir du premier trimestre 2010. C'est lors de l'ouverture du prêt à taux zéro à l'ancien sans travaux, voilà, où il y avait eu 350 000 prêts à taux zéro dans l'année, ce qui avait rendu fou l'administration des finances, folle l'administration des finances. Pardon. Et puis on a eu le deuxième indicateur, le deuxième pic, c'est lors de la sortie du premier confinement. Voilà, bon, dans tous les cas, nous avons 2 indicateurs, et c'est remarquable, il faut voir, avec un point de retournement, d'accord, qui prend toute sa place et toute son ampleur à partir du début de l'année 2024. Et on l'a vu aussi sur la production de crédit. Pour les hommes sensibles, j'ai remis le rythme de progression de l'indicateur Crédit Logement CSA, donc en niveau annuel glissant et en glissement annuel. Et nous sommes donc à la fin de l'année 2024 avec un petit plus. D'accord ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, il est évident que cette évolution a été très souvent regardée avec suspicion. Bon, parce que l'indicateur, qui est l'indicateur mensuel, annualisé, tout ça, bon, même chose de la Banque de France, finalement progressait, se relevait la tête, mais en étant toujours négatif. Bon, alors comme on le disait tout à l'heure, comme Caroline l'avait justement mentionné dans son propos introductif, il y a le point de retournement. Le point de retournement, c'est le creux de la vague. Et quand on regarde les points de retournement, eh bien, pour Crédit Logement, c'était en février 2024. Alors, le point bas, nous le voyons clairement apparaître. Le point bas, nous le voyons clairement apparaître à la fin de l'année 2023. Et en novembre 2023, l'indicateur Crédit Logement nous dit moins 42,9%. Nous sommes là au point le plus bas de la chute de la production. Novembre 2023. La Banque de France fait apparaître le point le plus bas de la chute 4 mois plus tard. En mars 2024. Et en mars 2024, c'est moins 43,6%. Donc à pile poil près, nous sommes sur le même point bas, mais avec 4 mois d'écart. Les chiffres convergent. Ouais. Et quand on regarde maintenant ce qui s'est passé, l'écart entre Crédit Logement et la Banque de France est resté 3-4 mois. La dernière publication de la Banque de France concerne le mois de novembre 2024. Production au niveau annuel glissant, glissement annuel pour la Banque de France,
c'est moins 20,7%. Ce que l'indicateur Crédit Logement avait publié, mais en juillet 2024. Voilà. Donc, 3 mois, 4 mois d'écart. Tout le monde est d'accord sur le fait que le marché s'est retourné, que la production progressivement retrouve des couleurs, mais Crédit Logement CSA a retrouvé les couleurs plus rapidement et sort l'année 2024 avec la tête hors de l'eau. Il faudra attendre, avril pour retrouver la même chose sur l'indicateur de la Banque de France. Bon, et dans tout cela, les conditions de crédit. Nous étions à 2,32 en décembre. Eh bien, le taux, pardon. Oui, vous parlez de l'inflation. Gloops, nous sommes à 3,32 en décembre, c'est mieux. Et le taux a continué à baisser en janvier. Nous sommes au 16 janvier à 3,24. En gros, le taux du milieu du mois et le taux du mois, un petit chouïa après. Donc, ce qui fait que nous avons un taux qui continue à baisser, 8 points de base sur un mois, à comparer à la baisse de 7 points de base par mois, tel qu'on a pu l'observer en 2024. Bon, cela signifie que dans ce contexte-là, les établissements de crédit continuent à développer tout ce qu'il leur est possible pour soutenir, amplifier le redémarrage de l'activité. Et pour l'avenir, quittons le mois de janvier. Le problème, c'est que, évidemment, si la dissolution de l'Assemblée nationale n'avait pas eu d'impact marqué sur les conditions de la croissance et l'évolution des marchés monétaires et financiers dans les scénarios macroéconomiques qui étaient présentés, le renversement du gouvernement Barnier a totalement transformé la donne. Soyons clairs, dans le scénario qu'on présentait en octobre dernier, nous étions pour l'année 2025 à 1,1% de croissance. Voilà. Nous sommes descendus aujourd'hui sur un rythme de croissance de 0,7%. Alors je rappelle que dans son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé 0,9%. Et il s'est référé à la Banque de France. Le 0,9% publié par la Banque de France l'avait été le 16 décembre. Et le scénario présenté par la Banque de France mentionnait bien que les conséquences du renversement du gouvernement Barnier n'avaient pas été intégrées dans la prévision parce qu'ils n'avaient pas eu le temps. Alors que 3 jours après, la Société Générale publiait son scénario qui intégrait les conséquences du renversement du gouvernement Barnier et tablait sur 0,7% de croissance du PIB en 2025. Donc, on va faire comme si on avait intégré les conséquences du renversement du gouvernement, 0,7% de croissance en 2025, 0,8% en 2026. Autant dire qu'on va rester sur 2 années à faible croissance, avec un risque de récession pour le moment qui n'a pas de raison d'être. En revanche, une remontée du chômage qui va être rapide. Remontée du chômage qui va être rapide, qui va peser sur le pouvoir d'achat des ménages, qui va même se dégrader en 2025. Voilà. Et la seule bonne nouvelle, comme on dit à chaque fois, c'est que le rythme de l'inflation va continuer à se réduire. Et donc, tout le monde est à peu près d'accord, que ce soit la Banque de France, les établissements de crédit, etc.,
sur une inflation à 1,7 à la fin de l'année 2025, et puis on reste à bas niveau, à ce niveau-là, en 2026. Donc dans ces cas-là, la Banque centrale va continuer à réduire ses taux. On table sur 75 points de base de baisse en 2025. On était, suivant la manière dont on le prend, entre 110 et 125 points de base de baisse en 2024. Ça signifie que ça va continuer à baisser moins vite, c'est sûr. Mais encore. Et en revanche, la différence entre le scénario d'ici et puis le scénario de l'automne dernier, c'est que les marchés obligataires ont mal traversé le renversement du gouvernement Barnier. Et donc, là où on était sur une baisse qui nous amenait, pour mémoire, à 2,30 ou 2,25 en 2025-2026 pour le taux de l'OAT à 10 ans, on reste à 3% en 2025 et 2026. Donc, en fait, c'est un scénario qui est en mi-teinte et qui nous dit ici, voilà, quand on regarde, on va avoir, certes, le taux de la BCE qui va reculer. En rouge, donc. On a l'inflation qui recule. Mais et la BCE et l'inflation se stabilisent à partir de l'été 2025, de la fin de l'année 2025. Mais d'un autre côté, ça signifie que les conditions qui sont les conditions de la baisse des taux des crédits immobiliers vont permettre encore pendant 6 mois d'améliorer la situation et au-delà, probablement à partir de l'été 2025, voire durant l'été 2025, la baisse des taux sera enrayée. Et donc, on termine l'année 2025 avec un taux moyen qui a un taux à 2,85. Bon, comparé à ce qu'on avait le 3,34 pour le 4e trimestre 2024. Les taux auront baissé, mais la baisse des taux se termine tranquillement en 2025. Pour rester à ce niveau-là, a priori, et plafonner à ce niveau-là pour fluctuer, pour hésiter, en 2026 et probablement, si rien ne change d'ici là, en 2027. Alors pour autant, 2,85, Michel, si on reprenait votre courbe du début, ça nous ramène à des années 2014 à peu près. Et on peut dire que sur l'historique des taux, cela reste un très bon taux, 2,85. Oui, bien sûr, c'est un bon taux. Les conditions de crédit peuvent rester les conditions de crédit vont rester correctes, acceptables, bonnes. En revanche, du côté du pouvoir d'achat, c'est une autre histoire. Oui. Et comme le pouvoir d'achat se dégrade ou ne progresse que très lentement avec la remontée du chômage, cela signifie que probablement les conditions qui sont les conditions du redémarrage sont des conditions qui vont progressivement perdre de la puissance. Et c'est la raison pour laquelle on a révisé le scénario que l'on avait présenté en octobre dernier. En octobre dernier, c'était un scénario de reprise des marchés. Avec, donc, après une année 2024, qui avait été une année 2024 qui, au début, n'avait pas été bonne. Et puis, en cours d'année, on l'a vu,
le mouvement s'est accéléré. Donc, ça signifiait qu'en 2025, en octobre dernier, on était sur une remontée qui était une remontée à un rythme de l'ordre de 20%. Alors encore une fois, ça paraît énorme et beaucoup, mais comme on était descendu bas ou très bas, c'était des effets de rattrapage. Et on retrouvait donc en 2025 les conditions qui étaient les conditions de reprise de l'ensemble des marchés immobiliers. Là, avec ce qui s'est passé, avec la révision du scénario consécutif au renversement de gouvernement, le rythme de la remontée en 2025 se ralentit. Il ralentit nettement. Il est réduit de moitié. Là où on avait 20%, on aura un petit 10%, au mieux. Et au-delà, ça traîne les pieds. Donc ça signifie que le redémarrage d'activité est un des redémarrages qui se constatera, mais avec un risque d'épuisement. Une reprise qui va s'épuiser. Et qui s'épuisera d'autant plus qu'elle reste bridée par la recommandation du HCSF. Voilà, donc en fait, le scénario qui est présenté n'est pas un scénario noir, c'est pas un scénario gris sombre, c'est peut-être un scénario gris clair. C'est très clair. Donc, un mouvement peut-être inverse à l'année de 2024, finalement. Un démarrage qui sera dynamique et qui ralentira certainement sur la fin d'année. Alors, c'est ce par quoi je commençais, mais sans aller jusqu'au bout. Dans mon introduction, je disais, nous avons eu une année 2024 qui avait mal commencé, mais qui s'était bien terminée. Nous avons une année 2025 qui commence bien, mais qui pourrait moins bien se terminer. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Nous sommes arrivés au bout de notre observatoire, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. De tenter d'y répondre. De tenter, bien sûr. On ne connaît pas le résultat encore, mais on tentera. Michel, moi, du coup, j'en profite, je vous pose une question. Posez-la toujours. Puisque les taux vont continuer à baisser, est-ce qu'on peut imaginer voir sur ce début d'année un retour des rachats, des renégociations ? On a vu au 4e trimestre 2024 un petit quelque chose en plus. Hein. Tout à fait. Même chose, c'était descendu tellement bas que de toute façon... maintenant, soyons clairs, on n'est plus sur les grandes vagues de rachats qu'on a pu connaître par le passé. Ne serait-ce que parce que les établissements sont beaucoup plus vigilants là-dessus. La conquête des parts de marché, elle se fait plus vraiment par la conquête des clientèles des concurrents. Même si la concurrence entre les établissements reste très forte. Pourquoi ? Tout simplement parce que les marges des établissements ont été écrasées. Hein. L'augmentation des taux de rémunération de l'épargne ont quand même lourdement pesé sur la rentabilité des établissements de crédit. Et un certain nombre de produits d'épargne vont rester sur des niveaux qui sont des niveaux de rémunération qui sont assez largement déconnectés de l'évolution, par exemple, du rythme de l'inflation. Donc, ce qui fait que les conditions de mise en rentabilité des productions sont plus compliquées aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être, par exemple, en 2018 ou encore en 2019. Donc, un mouvement qui
qui reprendra un peu de couleur, mais qui ne reviendra pas à ce qu'on a pu connaître sans aucun doute il y a 5 ans ou il y a 6 ans. C'est très clair. Alors, nous avons une question de notre directeur général. 2025 est-ce que cela va moins bien se terminer ou mal se terminer? Moins bien, pas mal. Je prends une référence historique qui avait d'ailleurs été présentée par le président de la République, je crois. C'était la question des jours heureux. Voilà. Le scénario qu'on présentait à l'automne dernier, c'était pas le scénario des jours heureux. C'était le scénario des jours meilleurs. Les marchés reprenaient des couleurs, l'ensemble de l'activité se redéployait, l'avenir était un avenir qui semblait bien meilleur. Bon. Et puis, on a eu le mauvais passage du renversement du gouvernement. Là, c'est plus des jours meilleurs, c'est des jours plus difficiles. Voilà. Est-ce que ça signifie que nous avons un nouveau retournement de conjoncture d'ici la fin de l'année? Très peu probable. Très peu probable, sauf qu'il peut toujours se passer quelque chose, on le sait, on l'a vu, l'imagination est sans limite. Entre juin 2024, décembre 2024, quand même, il s'est passé beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau intérieur. Donc il peut très bien se passer en 2025 des épisodes tout aussi importants de par l'impact qu'ils peuvent avoir sur le marché des crédits, sur les intentions d'achat immobilier des ménages, etc. Pour l'heure, on ne le trouve pas dans les scénarios. Et les risques qui sont pointés par les uns et par les autres sont plus des risques concernant un ralentissement un petit peu plus marqué que ce qui est présenté, mais le risque de la récession, par exemple, est évacué par pratiquement tous les scénarios. D'accord. Donc, non, la fin de l'année sera moins bonne que ce qu'on aurait pu souhaiter, mais la fin de l'année sera toujours meilleure que ce que l'on avait pu connaître sans problème en 2023, au début de l'année 2024, voire sur une partie de l'année 2024. C'est très clair. Et là, puisqu'on parle, nous, de la situation intérieure, est-ce que la situation internationale, Michel, pourrait aussi impacter un petit peu ces scénarios? Alors, avec une actualité toute fraîche, puisque hier, Donald Trump était investi de son rôle de président des États-Unis. Moi, je pense que pour ces 50 ans, Crédit Logement devrait prendre contact avec Musk pour déposer un drapeau sur Mars. Sur Mars. Le logo de Crédit Logement, bien sûr. Évidemment. Voilà une bonne idée. Bon. Je la note. Je tenterai quelque chose, peut-être. Bon, maintenant, pointe d'optimisme. Souvenons-nous que jusqu'à dans quelques jours, nous étions dans l'année du dragon, qui est l'année, pour les astrologues chinois, la pire des années par les bouleversements et autres petites choses du même genre. Nous rentrons dans une nouvelle année qui sera une année plus tranquille, nous disent-ils. Donc on peut là-dessus imaginer que les désordres internationaux vont peser moins lourdement sur la conjoncture, qui est la conjoncture du marché des crédits et des marchés immobiliers en France. Si l'astrologie chinoise intègre les scénarios macroéconomiques, alors écoutez, tout va bien. On va la suivre. Fallait y tout à fait. Merci.
Bien, écoutez, j'ai l'impression que nous n'avons pas d'autres questions, Michel. Donc, nous allons vous remercier tous de nous avoir suivis. Michel, un grand merci encore pour toutes ces explications. Et puis, on vous donne rendez-vous à la prochaine conférence de l'Observatoire qui aura lieu en avril. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt, Michel. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir.